Bonjour Vincent. Bonjour Rach. Merci d'avoir accepté cette deuxième invitation pour parler du système immunitaire qui est un peu ta spécialité. Alors l'immunité c'est très, on va dire, grand public, il y a un aspect grand public, on en entend parler, booster son immunité avant l'hiver, mon immunité est basse, on entend beaucoup parler récemment des traitements, des immunothérapies pour les cancers qui sont en fait quasiment l'inverse de booster l'immunité, mais on en reparlera. Et donc il y a beaucoup d'idées reçues et comme un des buts de ce qu'on fait, c'est que les gens comprennent leur corps. Je suis ravi que tu viennes nous en parler. Et donc pour plonger dans le sujet, est-ce que tu peux dire qu'est-ce que c'est que le système immunitaire et quel est son rôle en fait? En fait, le système immunitaire, c'est vraiment le système de défense du corps humain. Donc si tu pouvais une image, si tu imaginais une société, on pourrait dire de manière extrêmement un peu réductrice que c'est l'armée ou la police de notre corps. Donc elle est là effectivement pour identifier, pour lutter contre les microbes, les bactéries, les virus, d'une part, donc ce qui vient de l'extérieur, on va dire. Et puis il y a tout un aspect aussi qui est que ça a aussi la capacité potentiellement de trouver les ennemis de l'intérieur, qui vont être dans le cas de cancer ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment le mécanisme de défense d'une agression ou par un microbe ou d'un dysfonctionnement dans notre corps. Comment ça fonctionne? En fait, je réfléchissais l'autre jour, en fait, c'est quand même un organe, sauf qu'il n'est pas solide. Donc on a du mal à comprendre, mais c'est un organe en fait, le système immunitaire. Alors c'est quand même un peu un organe parce que en réalité il est. Alors pareil, on peut continuer sur l'image de l'armée. L'armée, elle a des casernes, elle a des endroits où effectivement, donc on en a dans le corps. Donc c'est les ganglions, ce qu'on appelle les ganglions qui gonflent quand on est malade. Il va y avoir la moelle épinière qui est l'endroit où sont produites toutes les cellules dont on parlera un peu, des cellules immunitaires. Donc tu as quand même des lieux effectivement, mais c'est aussi un peu le principe, c'est qu'elles vont se déplacer. Et donc c'est un peu ce qui se passe pour l'armée, elle est un peu toujours sur des champs. Et donc c'est un peu l'objectif, c'est qu'elle aille un peu partout pour être capable de surveiller ce qui va se passer à n'importe quel endroit. Donc oui, elle circule beaucoup. Donc c'est quoi Alors tu as parlé on peut commencer peut-être par les cellules. Ouais. Quels sont les types de cellules Alors donc c'est ce qu'on appelle les globules blancs, un peu de manière vulgarisée, aux globules rouges. Hein. Donc les globules rouges n'ont pas d'effet en termes d'immunologie, ils sont là pour transporter l'oxygène, qui transportent l'oxygène. Donc les globules blancs, alors dans les globules blancs, il y en a plein de différents. Et donc pareil, par analogie, dans une armée, tu as différentes formes. Tu as effectivement l'armée, la marine, tu as l'armée de terre. Donc là, c'est pareil. Donc il y a deux grosses familles de molécules, de cellules de l'immunité. Dans les globules blancs. Voilà, dans les globules blancs, qui sont les lymphocytes et tout ce qui est monocytaire. Et on en parlera peut-être un peu, il y a deux grands pans de l'immunologie, de l'immunité, deux grandes réponses qui sont innées et adaptatives. C'est assez simple. L'immunité innée, c'est celle qui va répondre le plus rapidement à une agression. Mais elle n'est pas très spécifique de l'agression. En gros, pour simplifier, que ce soit une bactérie A, B, C, D ou un virus, elle ne va pas être très spécifique. Et ça, en général, c'est une partie des... Donc, quand vous regardez vos analyses de sang, il y a les monocytes, les granulocytes. Donc ça, c'est ces molécules-là. Elles vont répondre de manière pas très spécifique. Et puis, il y a les lymphocytes. Donc, on a lymphocyte T, lymphocyte B. Les lymphocytes T, les lymphocytes B, c'est ceux qui produisent l'anticorps, peut-être on en parlera, qui eux ont cette capacité à faire une réponse qui est très spécifique du microbe. Donc une bactérie B et une bactérie A, ces lymphocytes sont capables de les reconnaître, il y a une carte d'identité, et donc comme elles les reconnaissent, elles vont avoir une réponse très efficace, puisque ce sera une réponse qui sera très spécifique de cet ennemi-là en fait. Mais c'est un peu décalé. C'est un peu décalé. En fait, exactement. Donc, en fait, l'immunité, la réponse innée, elle a lieu très rapidement. Donc, la première chose qu'on a, c'est qu'on a des barrières. Oui, la peau ne laisse pas passer les microbes, mais si effectivement on se blesse, les microbes vont entrer. Et là, il y a plein de cellules innées, donc les monocytes, les granulocytes, qui vont répondre dans les heures, dans les jours qui suivent, dans les heures. Et assez rapidement, ça va permettre l'établissement d'une seconde réponse qui est adaptative avec ces lymphocytes. Mais effectivement, c'est plus long. C'est plutôt de l'ordre de quelques jours, semaines. Et en plus, il va y avoir, dans le cadre de l'immunité adaptative, il y aura ce qu'on appelle une mémoire. Et peut-être on en parlera, c'est ce qui se passe dans le cadre de la vaccination. C'est-à-dire qu'on va créer une mémoire. D'accord. Donc en fait,
C'est vrai qu'une des questions que les patients ne comprennent souvent pas, c'est leur examen de résultats sanguins et il y a les pourcentages, etc. Donc les globules blancs, c'est vraiment toutes ces cellules-là. C'est vraiment les cellules de l'immunité. C'est vraiment les soldats, avec des soldats qui ont des propriétés et des armes différentes. D'accord. Donc une première famille dont tu as parlé qui sont ces cellules qui vont tuer les bactéries dès qu'elles arrivent, et une deuxième qui sont les lymphocytes, dont je le sais aussi parce que j'en ai fait 10 000 à une époque, donc il y a les lymphocytes B et les T. Est-ce que tu veux un peu expliquer la différence En fait, ce qui va se passer, c'est assez simple. Quand on va avoir un virus ou une bactérie qui va rentrer dans notre corps, la première chose qu'il va falloir faire, c'est s'en débarrasser. Et donc, en fait, les premières parties de ces cellules dont on a parlé, en fait, c'est un peu comme des éboueurs. En fait, elles vont essayer de se débarrasser. Donc, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Elles vont les manger. Donc, la cellule, elle va rencontrer de bactéries, elle va la manger. C'est ce qui se passe dans un premier temps. Des fois, ça suffit d'ailleurs en réalité, c'est suffisant. Mais ce qu'elle va faire aussi, c'est qu'elle va le manger. Et puis, il y a une partie de ces cellules-là, un peu spécialisées, par exemple, qui sont des cellules qu'on appelle présentatrices de l'antigène, mais c'est un mot très barbare. Ce qu'elles vont faire, c'est qu'en plus, les cellules dendritiques, en plus, elles vont les manger, mais en plus, elles sont assez intelligentes, elles vont prendre des petits bouts, et puis les petits bouts, elles vont aller les présenter aux autres cellules de l'immunité adaptative, et en gros, en leur disant, tiens, je te présente l'ennemi, tu vois, je te donne sa carte d'identité, et donc toi, qui es très spécialisé, qui est vraiment le militaire de l'élite, tu vas produire des armes, tu vas avoir une stratégie pour lutter contre ce pathogène-là. Donc c'est vraiment ça, tu as une première ligne qui est pas spécifique, qui va essayer de dézinguer tout ce qui dézingue, mais de manière pas très... ça fait dans le gros. Et puis il y a une seconde partie qui est là et beaucoup plus spécifique. Et la différence entre B et T ? Alors les lymphocytes B, on va dire, c'est du corps les lymphocytes T, c'est du corps à corps. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle des lymphocytes cytotoxiques en général. Donc il y a deux types de lymphocytes T. On appelle les CD4, CD8. Ce que je veux dire, c'est que c'est des cellules. Il y en a une, il y a un lymphocyte T qui est le grand orchestre, qui lui va dire, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. C'est lymphocyte CD4, bon, on s'en fout du nom. Et puis les CD8, c'est du corps à corps. C'est-à-dire qu'eux, en fait, ils reconnaissent souvent les cellules qui sont infectées, plus que le pathogène en tant que tel. Donc tu as une cellule qui est infectée par un virus, la cellule va se débrouiller pour montrer qu'elle est infectée, genre regarde, je suis infecté, et le lymphocyte T, il va venir, il va reconnaître et il va tuer la cellule. Donc en général, d'ailleurs, il y a des effets délétères sur le corps. Ça, c'est les lymphocytes T. Les lymphocytes B, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils se produisent ce qu'on appelle les anticorps. Et donc les anticorps, on pourrait dire pareil, si on avait un langage militaire, c'est un peu des roquettes, c'est un peu des trucs un peu à distance, c'est des missiles. Et donc ces anticorps qui sont produits par les lymphocytes B vont venir se mettre par exemple autour de la bactérie, l'encercler, du coup elle est complètement... Et en plus ça aidera à ce qu'elle soit mieux mangée par les premières cellules. Donc tu vois, les deux cellules finissent toujours par dialoguer. Donc il y a un vrai dialogue entre les deux. Et donc, globalement, pour un pathogène donné, un pathogène A, on va avoir des lymphocytes T qui sont spécialisés de ce pathogène et des lymphocytes B qui produisent des anticorps spécialisés de ce pathogène. Chaque pathogène, microbe, a une carte d'identité. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une première phase qui est l'identification, donc c'est toute la première partie, et ensuite, effectivement, il va y avoir la mise en place d'une réponse très spécifique de cette carte d'identité. Cette carte d'identité, c'est ce qu'on appelle l'antigène. Donc effectivement, en fait, c'est très simple, c'est un peu comme le système de la clé et de la serrure, c'est-à-dire que chaque bactérie aura une forme ce sera une serrure et il faut avoir la bonne clé. Et en fait, le système est fait pour que tu aies la bonne clé. En fait. Maintenant, les organes immunitaires, puisqu'on a vu les cellules, les organes, donc tu as parlé des ganglions. Donc il y a les ganglions, on en a un peu partout dans le corps. On connaît ceux-là qui gonflent, ou là, quand on a une angine, ceux-là, là, on voit bien les ganglions. Donc tu as tous les ganglions qui sont un peu partout, qui sont les sentinelles. Donc ils sont là, par exemple, c'est très simple. Si tu te blesses là, au bras, pour ceux qui écoutent. Si tu te blesses au bras, le ganglion le plus proche, il est au niveau de l'aisselle, sous le bras. Et donc, en fait, l'information va être donnée là. Et donc, dans ce ganglion, en fait, cette ganglion, tu as plein de cellules immunitaires, plein de globules blancs dans ce ganglion. Et donc, l'idée dans ce ganglion, c'est de mettre en place une réponse immunitaire efficace. Donc, c'est le QG qui va organiser la réponse immunitaire. Donc, tu as les ganglions, donc tu en as un peu partout. Tu as la rate.
Donc ça, c'est la rate, effectivement, qui est dans l'abdomen, qui est à gauche. à gauche, sous les poumons. Et en fait, lui, il est plutôt là. D'ailleurs, la rate, c'est un organe qui est bourré de sang. Donc lui, il est plutôt là pour filtrer le sang d'une certaine manière. Donc trouver les bactéries, mais dans le sang, pour simplifier. Vraiment, c'est très simplificatoire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les organes lymphoïdes secondaires. Et ensuite, il y a d'autres organes lymphoïdes. Il y a la moelle osseuse, donc à l'intérieur des os, il y a la moelle osseuse. Et c'est là que sont produites toutes les cellules. Tous les globules blancs sont produits. C'est l'usine à production de soldats. Et ces soldats, ce qui se passe, c'est qu'ils vont ensuite être éduqués, c'est-à-dire que c'est un peu comme ils sont produits puis ils vont aller à l'école militaire. Et donc là, il y a deux organes. Il y a toujours, dans le cas des lymphocytes B, l'école militaire, elle est au même endroit, elle est dans la moelle osseuse. Et dans le cas des lymphocytes T, elle est au niveau du thymus. Donc il y a un organe qui se trouve au niveau de la gorge derrière, enfin au-dessus du cœur exactement, et en fait, et qui d'ailleurs est un organe qui avec le temps on le perd, c'est-à-dire qu'on perd, donc ça peut expliquer des choses dont on parlera après du vieillissement. Parfait. Comment est-ce que ça évolue avec l'âge, de l'enfance à la vieillesse en fait? Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on naît, on a un système immunitaire qui n'a aucune information. On n'a pas été confronté à des microbes, alors on peut y avoir été plus ou moins confronté. Déjà, la mère donne déjà pas mal d'armes dans le corps, déjà des anticorps. Donc, anticorps, donc les missiles. Des anticorps, les fameux missiles, déjà, l'enfant... Parce que les cellules passent pas. Non, les cellules passent pas, mais les anticorps, il peut y en avoir. Mais surtout, ce qui va se passer, c'est que donc quand on... Ce qui est intéressant, donc sur les premières semaines, on va dire, de vie, c'est les défenses que la mère a apprises qui protègent l'enfant. Exactement, en fait. Ouais, exactement. Ça, et puis au moment de l'accouchement, là, tout d'un coup, le bébé va être confronté à plein de bactéries, tout d'un coup, parce que c'est un milieu stérile. Et là, donc, en gros, on est avec aucune information. Et toute sa vie, parce qu'on n'a pas rencontré On n'a pas rencontré les microbes, ok. Ce qui est assez fascinant dans le système immunitaire, je ne vais pas essayer de rentrer dans les détails, mais en gros, on a autant de cellules immunitaires. En gros, chaque lymphocyte T, dont j'ai parlé tout à l'heure, chacun a la capacité de reconnaître un microbe. En gros, on a des millions de lymphocytes T et chaque lymphocyte T reconnaît une serrure. Donc c'est assez fou, et des serrures qu'il n'a pas rencontrées. Donc c'est comme si on avait produit toutes les clés possibles de toutes les serrures du monde, mais on n'y a pas été confronté. Ce qui va se passer, c'est qu'au cours de sa vie, on va être confronté à... Donc il naît avec ça, l'enfant. Tu nais avec ça. Okay. Alors c'est même un peu, donc on parlera après, mais dans le système d'éducation dont on parlait, le problème c'est que quelquefois, ces globules blancs reconnaissent soi-même. Oui, l'auto-immunité, mais mais ce que je veux dire, c'est que du coup, il y a un mécanisme de ce qu'on appelle le tolérance au soi, c'est-à-dire qu'on est a priori tolérant au soi. Mais donc, pour revenir à ce qu'on disait, les lymphocytes T donc, vont être éduqués à la naissance. Voilà. Donc, du coup, quand on naît, on a ce qu'on appelle plein de globules blancs qu'on appelle, dans notre jargon, naïfs. Ils sont naïfs, ils n'ont jamais rien rencontré. Et puis, toute sa vie, on va rencontrer des microbes, des virus, et donc, tous ces lymphocytes vont devenir plus naïfs et ils seront spécialisés d'un truc. Mais comme dans le corps, il y a une place limitée, au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de lymphocytes qui ont rencontré des choses et qui peuvent les reconnaître, et de moins en moins qui peuvent rencontrer de nouveaux pathogènes. Donc en général, en vieillissant, on a une immunité qui est diminuée, parce qu'on a déjà utilisé beaucoup des serrures. Exactement. Donc, est-ce que c'est la raison... Donc, dans les premières années de vie, l'immunité est maximum, parce qu'on apprend, il faut qu'on embauche de l'information, après on a de l'information, et puis après on a moins la capacité... Le système a vieilli un peu. Ouais. Est-ce que c'est la raison pour laquelle on fait des vaccinations très tôt, en fait? Oui, en général, oui. Et alors, en fait, ce qui se passe aussi, si tu veux, ce qu'il faut comprendre, ce que je dis tout à l'heure, c'est que, pareil, quand on naît, en fait, on va, tu sais, ça, on connaît bien, on donne des aliments au fur et à mesure à un enfant, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, tu sais, tout ce que tu vas manger, en théorie, c'est considéré comme du non-soi. Entre un bout de fraise et un virus, au début, le système, il ne sait pas qu'est-ce qui est méchant, qu'est-ce qui n'est pas gentil. Donc, on va éduquer notre système immunitaire à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc, ce qu'on appelle la tolérance orale, donc tout ce qu'on va manger. Donc, il y a toute cette phase-là où le système immunitaire va être éduqué pour dire ça c'est dangereux, ça c'est pas dangereux. Okay, et effectivement, la vaccination, elle sera d'autant plus efficace que le répertoire de cellules capables de reconnaître le microbe est vaste. Et donc, plus tu vieillis, moins il est vaste. Et donc, oui, la vaccination marche mieux quand on est jeune.
Est-ce que, j'en profite parce qu'on est là, euh, parce qu'il y a un très grand mouvement anti-vax. Ouais. Alors, je ne veux pas rentrer du tout dans la discussion de la vaccination Covid, qui je pense est un autre débat du fait de l'urgence, etc., de la techno, etc., et des effets secondaires qui, je pense, sont réels. Il y a des femmes, enfin beaucoup de femmes qui ont des effets sur leur cycle, etc. Donc, je pense que c'est vraiment un autre débat. Mais toi, tu es chercheur en immuno, est-ce qu'il y a des risques à la vaccination? Est-ce que c'est ou vraiment la vaccination classique, hein, je ne parle pas du Covid, est-ce que vraiment c'est un truc... Tu sais, la vaccination, c'est comme n'importe quel médicament. Il peut y avoir quelquefois des choses qui ne fonctionnent pas comme on voudrait. En fait, ce qui se passe souvent, ce qu'il faut comprendre sans rentrer dans les détails, c'est que dans un vaccin, tu as un bout du microbe, et puis tu as autre chose avec, qu'on appelle un adjuvant, qui est là pour faire que la réponse, elle marche bien. Okay, parce que juste c'est pour me présenter, avant que je rencontre le microbe, un bout d'un microbe. Exactement. Parce que si je rencontre, j'aurais trop... Alors peut-être du coup, il faudrait expliquer ce qu'est la vaccination, comment ça fonctionne, voilà, pour comprendre. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on rencontre un microbe, un vrai microbe, on a, ce que j'ai dit, on le mange, on présente, ça fait des lymphocytes qui sont spécialisés de ce microbe. Il va y en avoir plein qui vont être produits. En gros, l'armée va être spécialisée, va être produite. Et puis, quand le microbe disparaît, on continue à garder quelques lymphocytes qui sont spécialisés de ce microbe. On les garde. Donc, au début, on n'en avait qu'un peut-être, et puis à la fin, on en a 100. On les garde. Et en plus, on leur donne, c'est ce qu'on appelle des lymphocytes qui ont une mémoire. Et donc, ils sont prêts à répondre très rapidement. Donc, ils ont rencontré, donc ils connaissent l'ennemi. Donc toute la phase de j'identifie, tout ça, elle est passée. Donc on a gardé. Tu sais, c'est un peu, enfin c'est normal. Tu gardes une information. Et donc en général, quand on est confronté à un microbe, sans même vaccination, la deuxième fois où on est confronté au microbe, en général, d'ailleurs, on s'en aperçoit même pas. On n'est pas malade. Et le principe de la vaccination, c'est ça, en fait. Ça a été découvert par Pasteur. Et en fait, on s'est rendu compte que ce qu'on pouvait faire, c'est donner un bout du microbe qui nous rende pas malades. C'est ça l'idée. Et après, du coup, on va faire une réaction dont on s'aperçoit. Alors, des fois, du coup, quand on a un vaccin, on est un petit peu malade, parce qu'il y a quand même une réponse immunitaire qui se crée, mais elle est beaucoup plus basse. Et du coup, la deuxième fois, le jour où quand tu rencontres vraiment le microbe et pas le bout du microbe, ton système immunitaire, il est prêt à agir immédiatement. Mais alors Pasteur, c'est avec la rage, de façon historiquement célèbre. D'ailleurs, il avait fait un truc assez drôle puisqu'on ne le croyait pas. Donc, il avait redonné la rage à complètement l'enfant. Fou, hein, complètement fou. Ça se ferait plus maintenant. Oh, non, ça c'est sûr. Mais du coup, en théorie, je rencontre la rage, je m'immunise. Et la deuxième fois que je rencontre, tout va bien. Le problème, c'est que la première fois, c'est que c'est pas que je peux pas me défendre, c'est que la maladie va plus vite que moi. Exactement, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'une fois de plus, pour 90% des microbes, en général, tout se passe bien. C'est-à-dire que tu vas avoir un peu le nez qui coule. Enfin, c'est ce qu'on a tous. Hein. Oui. Okay, mais voilà, c'est donc les vaccins sont destinés aux microbes pour lesquels, en fait, de toute façon, notre réaction, la cinétique n'est pas la bonne. Exactement. C'est des microbes qui, pour des raisons diverses et variées, ont réussi. Donc ça, c'est le principe de la sélection naturelle. Les microbes évoluent en même temps que nous. Et il y a des microbes qu'on réussit à se cacher, par exemple. Tu vois, donc on réussit à trouver des moyens de faire que le système immunitaire, il n'est pas très efficace. Donc le vaccin, lui, va réussir à un peu démasquer ça. Oui, c'est comme si tu avais un corps d'élite entraîné comme un ennemi. On ne vaccine pas contre des choses, en théorie, qui ne sont pas dangereuses, si tu veux. Ça n'aurait aucun intérêt, puisque normalement, on sait le faire tout seul. Oui, mais en fait, c'est important parce que du coup, en fait, être contre le vaccin, c'est... Il y a ce mouvement-là et je pense qu'il est dangereux pour les enfants qui naissent, etc. Je pense que, moi, mes enfants sont vaccinés, les tiens aussi, je le sais, donc voilà. Et je pense qu'il y a toutes ces mythes sur sa immunité, mais en gros, en fait, être vacciné ou rencontrer une maladie, c'est exactement pareil. C'est exactement Sauf qu'on enlève le risque, en fait. Exactement, donc c'est effectivement, et tu vois, tu as des vaccins, typiquement, tu as des vaccins contre la méningite. Bon, je veux dire, une méningite c'est vraiment extrêmement dangereux. Donc, combien même, effectivement, le vaccin peut faire qu'à un moment, tu aies une réaction, tu sois un petit peu malade, parce qu'effectivement, ça peut arriver. Tu prends un vaccin, on a tous... le classique, c'est le BCG, tu sais, qui fait très mal, qui laisse une trace et tout ça, tu vois, la tuberculose. Mais c'est rien par rapport à la vraie maladie, si tu veux. Donc, il faut savoir... Et je pense qu'il y a eu beaucoup de confusion, parce qu'il y a eu... quelques maladies auto-immunes qui ont, tu sais, les scléroses en plaques, etc., que les gens ont très tôt après... Alors du coup, il faut peut-être vite faire redéfinir ce que ça veut dire une maladie auto-immune. Une maladie auto-immunitaire, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, normalement, quand tout se passe bien, ton corps ne s'attaque pas à lui-même. Parce qu'à un moment, il est éduqué et il dit « Ah, ça,
la fameuse. Il est capable de reconnaître la carte d'identité de ton corps. Donc il dit bah ça c'est du moi. Donc, ouais. Donc si tout se passe bien, d'ailleurs, les fameux lymphocytes qui sont spécialisés pour chaque chose, tous ceux qui reconnaissent quelque chose dans notre corps, une protéine de notre corps par exemple, bah, ils sont juste tués. Alors des fois ils sont pas tués, ils sont gardés mais pas tués pour des raisons diverses et variées, parce que par exemple si tu as un cancer, bah, le cancer c'est du soi. Donc c'est bien quand même d'avoir une partie du soi qui peut être reconnue par des cellules immunitaires. Mais donc une maladie auto-immunitaire, c'est des gens qui tout d'un coup le lymphocyte va se retourner contre les globules blancs vont se retourner contre toi-même. Normalement, ça n'arrive pas, j'ai envie de dire. Mais bon, pour des raisons diverses, génétiques, pour plein de raisons environnementales, ça peut arriver. Donc dans le cas par exemple du vaccin, très sincèrement, il y a quelques études qui ont montré qu'effectivement, tu pouvais à un moment, donc ça c'est parce qu'il se passe des choses, il peut y avoir des effets collatéraux, c'est-à-dire que tu vaccines contre quelque chose, tout se passe bien, mais pour des raisons diverses et variées. Chez cette personne-là. Chez cette personne-là et pas chez les autres, parce qu'on a tous, vous avez tous entendu parler du HLA, voilà, donc on a tous les groupes sanguins, on est tous un peu différents, donc on n'aura pas tous la même réponse immunitaire en face à un pathogène. Donc chez certaines personnes, tu vas vacciner, et tu as une réponse pour une raison qu'on ne va pas parler là, ce serait trop compliqué, mais la réponse va être contre le pathogène et aussi contre quelque chose qui est dans ton corps. Mais ça arrive extrêmement rarement. Oui, la majorité des maladies auto-immunes n'ont rien à voir avec la vaccination. Absolument rien à voir. Non, mais absolument rien à voir. Donc justement, en fait, on allait, puisqu'on avait fait un peu la physiologie, on allait parler vraiment des problèmes. Donc tu as commencé par l'auto-immunité, donc on peut peut-être faire finir ça. Donc tu peux donner quelques exemples pour que de maladies auto-immunes? Bon, il y en a beaucoup, mais dans le cadre, effectivement, pour vraiment illustrer, parce qu'il y a deux maladies, il y a deux types de maladies auto-immunitaires, mais qui ne sont pas tout à fait la même chose. Il y a une maladie, on va dire, très inflammatoire, mais qui ne sont pas vraiment... il y a encore une distinction qui n'est pas toujours très claire entre inflammatoire... Vraiment, ce qu'on appelle les maladies auto-immunitaires, c'est des maladies dans lesquelles tes globules blancs, et en particulier tes fameux lymphocytes T ou tes lymphocytes B qui font des anticorps, tu vas avoir des lymphocytes B ou des lymphocytes T ou des anticorps qui vont reconnaître des choses en toi. Alors, il y en a plein. Il y a la sclérose en plaques, par exemple. Il y a le lupus. Il y a beaucoup de maladies. Là, par exemple, dans le cas, par exemple, typiquement pour donner la sclérose en plaques, je ne sais pas si je dois définir la sclérose en plaques, mais en général, c'est des gens qui ont une atteinte du système nerveux. Dans le neurone, les cellules nerveuses, elles ont une protection autour d'elles qu'on appelle la myéline. C'est une gaine protectrice comme un fil électrique. Okay, le neurone, c'est et en fait, les lymphocytes vont attaquer cette gaine parce que les lymphocytes reconnaissent cette gaine comme étant un ennemi. Alors, il n'y a aucune raison. Et donc voilà, ça par exemple, c'est vraiment une maladie auto-immunitaire. D'accord. Telle qu'on peut la... Donc mécanisme, ça c'est assez simple. Le système immunitaire s'active contre soi-même. Exactement. Voilà. Quid des allergies parce que, Alors pareil, les allergies, c'est un petit peu la même chose, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui se passe, c'est que, en tout cas, surtout dans les premières périodes de notre vie, notre corps va devoir être éduqué à savoir ce qui est dangereux, pas dangereux. Et normalement, ce que tu manges, par exemple, une fraise, il y a des gens qui sont allergiques aux arachides, l'arachide, normalement, tu peux en manger, il n'y a pas de problème. Et puis à un moment, pour des raisons diverses... La fraise, c'est l'arachide? Non, la fraise ou l'arachide, parce que c'est d'être allergique aux fraises ou à l'arachide. C'est évidemment deux choses différentes. Mais c'est les pollens, enfin, tout ça, c'est des substances dont normalement le corps, il est éduqué pour dire ça n'est pas dangereux. Et pour des raisons diverses et variées, quand on est très jeune, on n'est pas tolérant, on considère que c'est des choses qui sont pas bonnes pour notre corps. Alors d'ailleurs, ça pose une vraie question. Il y a ce qu'on appelle les thèses hygiénistes, qui est que, par exemple, de vouloir, quand l'enfant est tout petit, de vouloir sur-stériliser les choses, de vouloir que ton enfant ne soit jamais confronté à des microbes, c'est extrêmement mauvais en fait. Parce que le système, après, va surrépondre tout le temps à tout. Donc, c'est pas mauvais de manger du sable dans les bacs à sable. C'est plein de microbes, mais chez un petit, en général, il y a peu d'incidence. Au pire, il aura un moment une diarrhée. Mais par contre, c'est hyper important parce que plus tard, si on ne fait pas ça, on va avoir plein de maladies qui vont se déclarer, des allergies, qui sont liées au fait qu'on n'a pas éduqué. En fait, il y a un moment dans la vie, alors ça se fait de manière avec le temps, il faut que l'enfant soit confronté à un maximum de choses. Maximum. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est en général, les familles nombreuses, ceux qui ont 3 ou 4 enfants, ils le voient très bien parce que le premier, ils ont tout
surstérilisé, Ouais. il est tout le temps malade, tout le temps les bronchiolites, toutes ces Ouais, c'est maladies ça. un peu de mauvaise immunité, ou etc. D'ailleurs, à une époque, c'était ça. Et puis le dernier, en général, lui, de toute façon, il est autour d'autres enfants, donc c'est impossible et il est jamais malade, le dernier. Mais c'est Bah, vraiment... il est jamais malade. Ou au pire, ce qui va se passer surtout, c'est qu'effectivement, Il est malade dans la beaucoup petite moins. enfance, il pourrait y avoir effectivement être pas mal malade, mais ça te sauve la vie pour plus tard, en fait. Comment est-ce que... Donc c'est globalement les deux grandes classes de maladies immunitaires, l'allergie, l'auto-immunité et le déficit immunitaire. Donc il a été un peu médiatisé avec le HIV, etc. Alors il y a plein d'autres déficits immunitaires chez l'enfant, il y en a qui sont catastrophiques malheureusement. Euh, et je ne veux pas parler de maladies avec pas de lymphocytes, etc. Euh, euh, Est-ce qu'on peut avoir juste une mauvaise immunité à un moment dans sa vie, donc une baisse d'immunité, indépendamment d'une maladie comme le HIV ou les... Ouais. Bon, oui, effectivement, il y a des maladies qui, tu vois, ce que tu dis, c'est juste un bon exemple pour comprendre. Dans le cas du virus du sida, du HIV, en fait, là où le virus a été intelligent, il s'est dit, tiens, parce qu'en général, les virus attaquent des cellules, du cellules foie, du par corps, exemple, comme foie. les hépatites. Ben, le virus, le HIV, il s'est dit, tiens, moi, je vais attaquer l'armée. Donc, il s'attaque directement aux cellules et en fait, il les tue, et ce qui fait que du coup, les soldats sont plus là. Donc, voilà, c'est ça mon exemple. Après, effectivement, tu sais, ça, du coup, ce que tu dis là, ça fait écho à l'autre intervention que j'avais pu avoir, par exemple, sur la question du stress. Donc, effectivement, il y a, par exemple, le stress est quelque chose. Donc, faut aller se référer à l'autre podcast. Les gens, ils écouteront ou ils ont déjà écouté. Effectivement, mais du coup, effectivement, le stress peut avoir une influence sur le système immunitaire très fort. Il va être plutôt très délétère. En général, on a une immunité plus faible. Oui, mais il n'y a pas de maladie enfin, il y a le développement de maladies, mais il n'y a pas vraiment, c'est pas comme l'auto-immunité où on s'active, etc. Comment est-ce qu'on diagnostique un dysfonction immunitaire? En général, alors il y a plein de raisons. Effectivement, il y a les analyses de sang dans lesquelles tu peux, tu as ce qu'on appelle la numération, donc tu peux voir ta quantité de lymphocyte B, lymphocyte T. Alors d'ailleurs, ça c'est la quantité en gros. c'est la quantité, du coup, qui peut te traduire beaucoup de choses, parce qu'une augmentation alors d'ailleurs, par exemple, une augmentation de quantité peut être justement le reflet que tu as une activation de ton système immunitaire. Donc tu vois très bien. Ça peut être aussi le reflet, par exemple, de cancer du sang. Donc tu vois, donc il y a ça. Donc après, souvent, tu le vois ne serait-ce qu'immédiatement. Tu as la question. Après, c'est les symptômes, c'est la fièvre, c'est le nez qui coule, c'est la fatigue. Donc c'est tous ces systèmes qui sont d'ailleurs des systèmes. Par exemple, tu vois la fièvre. C'est assez marrant parce que la fièvre est une réponse naturelle en général à l'infection. Une des raisons parmi d'autres de l'intérêt de la fièvre, parce qu'on dit à quoi ça sert d'avoir de la fièvre, c'est parce que par exemple les lymphocytes, ils aiment beaucoup que la chaleur soit un peu plus élevée. Ils sont beaucoup plus efficaces si la température du corps, moi, je l'ai fait dans des expériences. Tu mets des lymphocytes dans une boîte, tu les regardes au microscope, tu les mets à 37 degrés, ils bougent un peu, mais pas beaucoup. Tu les mets à 39, ils bougent comme des fous. Donc, ils sont beaucoup plus efficaces. Donc, par exemple, tu vois, typiquement, la fièvre, ça veut dire qu'a priori, il se passe quelque chose et que ton système immunitaire... voilà. Après, tu as beaucoup de symptômes. Tu as effectivement des symptômes que tu peux voir quand tu fais des analyses, et puis juste d'observer son corps, quoi. C'est-à-dire que la fièvre, le nez qui coule, la fatigue, c'est des symptômes de... Oui, et par exemple, tu sais, les gens qui ont les boutons de fièvre, en fait, ce qu'on appelle les boutons de fièvre, que ce soit pelvien ou qui est en fait un herpès virus, ça vient à ces moments de fatigue, de stress, etc. souvent. Et c'est le cycle, mon système immunitaire est un peu moins efficace en ce moment, et donc c'est ces virus qui sont un peu dormants. Donc ça, c'est des virus. Donc en général, ce que je t'ai dit tout à l'heure, un microbe, il vient, et puis il est complètement dézingué, il est complètement tué, et puis on n'en entend plus parler. Et puis il y a quelques virus, effectivement, les herpès, le BV, donc c'est des virus qui, à un moment, on est confronté au virus, et ils restent dans le corps. Ils restent dans les cellules, mais justement, le système immunitaire, alors en général, en plus dans le cas de l'herpès, ils vont s'attaquer au système nerveux. Donc ils restent là, et en général, il ne se passe rien parce que le système immunitaire les contrôle constamment. C'est un peu en prison. Ils sont en prison, et oui, exactement, ils sont en prison, et puis il y a des gardiens qui surveillent, et que du coup, il ne se passe rien. Et puis, si tout d'un coup, effectivement, ton système immunitaire, pour différentes raisons, il est fatigué, le stress, par exemple, et ben du coup, il n'y a plus de gardiens de prison, et le virus se réexprime, etc. Et, voilà. Et souvent, la première crise est terrible, surtout par l'herpès génital, mais après, les crises, c'est un seul bouton à cause de... C'est le principe de la vaccination. Oui, c'est exactement le principe de la vaccination. J'aimerais finir un peu sur ce qu'on peut faire
Parce que par exemple pour le système musculaire, c'est simple, on va faire du sport. Pour le foie, on mange bien, etc. Donc les gens ont une bonne idée de ce qu'il faut faire pour les organes solides. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir et le système immunitaire, par exemple alors on avait parlé du stress séparément, donc on va pas en reparler. On va pas refaire ça. Est-ce qu'il y a des conseils alimentaires, par exemple? Ou est-ce qu'on a des données, ou est-ce qu'on n'a pas vraiment des données, etc. Non, si, on sait qu'il y a des aliments qui vont être plutôt... Alors, plus que de jouer sur... Alors, c'est très simple. Les globules blancs sont des cellules qui sont en très très grand nombre dans notre corps, et c'est des cellules qui consomment beaucoup d'énergie. Donc, effectivement, et donc elles vont être très ce que tu vas manger va avoir beaucoup d'effets potentiels sur eux. Donc, mais plus que le fait de nourrir les globules blancs, ce qui se passe surtout, c'est que ton alimentation va avoir beaucoup d'incidence sur un certain nombre de réponses du système immunitaire. Par exemple, une des premières réponses du système immunitaire, c'est ce qu'on appelle l'inflammation. Tu sais, tu te coupes, ça gonfle, c'est rouge, c'est ce qu'on appelle l'inflammation. Bon, ça, c'est apparent, mais tu peux l'avoir dans ton corps. Il y a beaucoup de maladies qui sont des maladies inflammatoires. Et en fait, l'inflammation, elle, effectivement, elle peut être contrôlée, elle peut dépendre de ce que tu manges. Et bon, là, on ne va pas rentrer dans ces questions-là parce que c'est vraiment, ça demanderait encore une autre émission, mais l'intestin est un endroit, je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qu'on va manger, très petit, ça va avoir un effet. L'intestin, c'est vraiment un endroit... C'est une interface. C'est vraiment une interface importante et ce qu'on va manger va avoir un effet fort sur l'inflammation. N'oublions pas que dans l'intestin, il y a plus de neurones que dans le cerveau et il y a une quantité de cellules immunitaires qui est juste incroyable. Et donc, c'est une interface importante. Et donc, par exemple, il y a des aliments qu'on sait être très inflammatoires. Le gluten. À l'inverse, il y a des aliments qu'on sait qui sont plutôt anti-inflammatoires. C'est le cas du curcuma ou des choses comme ça, des épices. Donc tu peux, en fonction de ce que tu manges, tu peux jouer sur ça. Oui, il y a beaucoup de patients qui guérissent, par exemple, qui améliorent leur maladie inflammatoire ou guérissent quand elles passent un régime sans gluten, etc. Et d'ailleurs, il y a des femmes qui ont des maladies un peu chroniques de douleur, elles se rendent compte que dès qu'elles font des écarts, elles ont un pic de douleur. Oui, sans compter, mais une fois de plus, je pense que ça ne va pas être l'objet là, mais ça revient aussi à ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a une communication, c'est très très à la mode, on en parle beaucoup, et à raison. Il y a une grosse communication entre notre intestin et notre cerveau. Et n'oublions jamais que tout ça, le cerveau, le système immunitaire, l'intestin, tout ça, c'est un système en réseau. Donc, si tu veux, par exemple, ce que tu manges a un effet sur ton cerveau a un effet sur ta moelle épinière, par exemple. Donc, en fonction de ce que tu manges, ton cerveau va envoyer une information à la moelle épinière, genre produis plus de soldats, produis-en moins. Et tu as même effectivement des bactéries qui ont acquis l'espèce de capacité à jouer un peu avec ton cerveau et à lui dire ok, je vais te donner un signal pour que tu fasses moins de soldats. Donc, ce qu'on mange peut avoir beaucoup d'effets. Donc l'alimentation, qu'en est-il de tous les boosters pour immunité en pharmacie, les patients qui demandent des vitamines pour aller mieux, etc. Les vitamines, si tu n'es pas carencé, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je veux dire, oui, on n'a pas besoin d'en avoir le maximum. En fait, une fois de plus, ça ne te fera pas de mal de prendre des vitamines. Après, je pense que la moitié des gens prennent des vitamines. Si on regardait leur niveau de vitamines, ils n'en ont pas besoin. Donc il y a aussi un effet très, très psychologique, c'est presque bon, placebo. C'est l'effet placebo, c'est quelque chose de très intéressant en immunité, mais c'est pas l'objet là. Mais donc non, moi à moins d'être carencé. Par contre, effectivement, si on est carencé, c'est très important parce qu'effectivement les vitamines, les minéraux, tout ça sont très importants pour le système immunitaire, mais pour le cerveau, pour à peu près tout le corps. Là, il faut, si tu es carencé, mais si tu n'es pas carencé, non, ça prend pas beaucoup d'intérêt. Ça n'a pas beaucoup. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles tu penses qu'on peut mettre en place pour un système immunitaire plus adapté? Notamment, peut-être, on pourrait parler par exemple des patients qui ont un cancer. Ouais. Est-ce que chez ces patients-là, on sait que maintenant on parle d'immunothérapie? Alors peut-être parler de ce que c'est que l'immunothérapie. En fait, ce qui se passe, c'est que donc, le cancer, pour simplifier, c'est rien d'autre que son corps qui un peu s'attaque contre soi-même. C'est-à-dire qu'il y a une partie de son corps qui décide de vivre de manière autonome. Ça fait ce qu'on appelle une tumeur, un cancer. C'est un peu les soldats qui se rebellent, non? Alors oui, c'est pas les soldats, parce qu'en l'occurrence, les soldats... C'est les citoyens. C'est les citoyens qui se rebellent et qui décident, moi j'en ai marre d'être juste cantonné, être dans le foie, moi j'ai envie de prendre plus de place, j'ai envie d'être bancaire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, alors, il y a beaucoup de discussions encore maintenant sur cette question-là, mais normalement, le système immunitaire est capable de reconnaître ces individus qui décident, c'est que la révolution, c'est une guerre civile. Normalement.
Alors, il y a tout un débat autour de ça. Certains disent, immunologistes surtout, disent mais en fait on a des cancers tout le temps, mais en fait ils sont tout le temps reconnus par le système immunitaire. Donc je ne suis pas absolument certain de ça. Il y a d'autres mécanismes que ça. Mais en tout cas, effectivement, ce qui se passe... Mais qu'on ait des cancers tout de suite, oui, tout le temps. Oui, c'est qu'on a tout le temps des cellules qui sont prêtes à faire n'importe quoi et le système immunitaire et d'autres mécanismes sont là pour éviter que ça arrive. Mais le système immunitaire, ce qui se passe quand on a vraiment un cancer déclaré, c'est qu'on a quand même une réponse. Alors, ce que j'ai dit au début, le problème du cancer, c'est que c'est du soi. Et normalement, ton système de défense a été éduqué pour ne pas te faire du mal. Donc c'est très compliqué. Par chance, en général, le cancer, c'est du soi qui peut être un peu différent. Tu vois, parce que justement, le fait qu'il puisse, par exemple, tu vois, grossir, il a des nouvelles fonctions. Des anomalies. Voilà, et ce qui fait que, et ça, le système immunitaire peut les reconnaître potentiellement. Mais souvent, ce qui se passe aussi, c'est que la tumeur se débrouille, ton cancer se débrouille pour freiner ton système immunitaire. On ne va pas rentrer dans les détails. L'immunothérapie actuelle, son objet, c'est exactement ça. C'est de dire, en fait, on a des cellules qui sont capables de tuer le cancer. Notre système immunitaire est capable, mais il n'est pas efficace. Donc, nous, on va donner des médicaments qui vont permettre à ces cellules de tuer. Donc, c'est vraiment... En fait, en gros, ce qu'il faut comprendre, on enlève le frein un peu. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait... Et d'ailleurs, ce qu'on a fait pendant très longtemps, c'est qu'on se disait, on va appuyer sur l'accélérateur, mais en fait, le frein à la main était levé. Et c'est il y a une quinzaine d'années, on a découvert on a trouvé un moyen de baisser le frein à main. Et donc, c'est toutes ces immunothérapies qui ont été absolument incroyables pour des gens qui avaient des mélanomes, des cancers. Les gens, ça ne marchait pas. Les gens qui mouraient en 3 semaines sont guéris. Je pense qu'il faut aussi... tout ça est incroyable. Après, ça ne marche pas sur tout le monde. Il y a beaucoup d'effets secondaires. Donc, donc, le concept est incroyable, mais il y a encore beaucoup de travail pour ça. Mais donc, c'est vraiment ça, en fait. L'immunothérapie, c'est un moyen de booster son système immunitaire contre les cancers. Parfait. Est-ce que tu vois quelque chose auquel je n'aurais pas pensé? Parce que je pense que c'était plutôt exhaustif sur... Ouais, je pense que c'était déjà pas mal. Parfait. Je te remercie. Non, c'est moi.